Gérard Bluat, bonjour. On va pas faire semblant de se découvrir. On se connaît depuis très longtemps. Arrêtez de faire des bonds comme ça, parce que quand vous sautez, vous disparaissez de l'écran. On a l'impression que c'est de la magie. Hein, c'est le plaisir des souvenirs. C'est le plaisir des souvenirs, oui. Bon, d'abord, présentez-vous. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La culture française à la dérive », qui est publié aux éditions Maya. Et ce livre, il a un petit côté prémonitoire. Il a été publié il y a de cela un trimestre, je crois, sauf erreur de ma part. Et il est le constat que d'autres, à leur manière, ont pu faire. Hein. Bon, Feu d'Ormesson, lui aussi, l'avait dit. Je me rappelle qu'à une époque, Maurice Druon, lui aussi, s'était alarmé de la situation de notre langue française. Ce livre-là, qui signale que la culture française part à la dérive, eh bien, il arrive à un moment donné où un sondage publié aujourd'hui par CNews nous révèle que 62% des Français ont le sentiment angoissant, démoralisant, que la France est en pleine décadence. En pleine décadence. Alors, est-ce que vous faites un lien, d'abord et avant tout, entre le déclin de la langue française, de la culture française, et cette constatation que la France, pour 62% des Français, est en période de décadence? Il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte qu'effectivement la culture, ce qu'on appelle la culture, mais ce sont les effets de civilisation, sont en pleine dérive. Mais ça remonte à plus loin en ce qui me concerne, car cet ouvrage, La culture française à la dérive, est une réédition augmentée d'un ouvrage qui était paru en 2003. Et dès 1990, lorsque le cabinet Rocard avait voulu introduire une réforme de l'orthographe, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, avec la disparition de certains accents, etc. Bon. On avait mis le nez, et avec d'Ormesson, avec Sabatier, avec une vingtaine d'autres dans un ouvrage, on avait mis en évidence le fait que la langue française, c'est la colonne vertébrale d'une plus vaste chose qu'est la culture. Et la culture, ça introduit l'histoire, ça introduit beaucoup d'autres choses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous avions vu à plusieurs, il y a de cela parfois 3 décennies, apparaît plein écran autour de nous. J'entends par là que chaque individu se croit capable et autorisé de donner un avis sur tout et de tout transformer. Prenons la langue française avec l'écriture inclusive. Une minorité de faux intellectuels, et généralement on y retrouve l'ultra-gauche à l'intérieur, cette minorité installe de nouvelles manières de lire, d'écrire, d'exister par une langue qui n'est plus la nôtre, et il n'y a rien en face pour le contredire, si ce n'est des voix individuelles comme l'Académie française. Mais qu'on n'écoute plus, hein, on n'écoute plus. Qu'on n'écoute plus du tout, elle n'a plus aucune autorité, l'Académie française. Hein. Voilà, donc c'est une dérive dans la mesure où il n'y a plus de port d'attache. Et ça, c'est terrible. Et alors, qu'est-ce que vous entendez par port d'attache? La grammaire, l'orthographe? Moi, je ne sais pas si cela vous est arrivé à quelques reprises, mais moi, il m'est arrivé de ne pas comprendre certaines personnes. Peut-être qu'elles ne me comprenaient pas non plus, du reste, hein, qu'elles devaient se dire que je parlais latin, hein, ou une langue morte. Hein. Mais on a parfois des problèmes de communication avec notamment une certaine jeunesse. On a le sentiment, l'impression qu'on ne parle plus du tout la même langue avec les mêmes vocables. Ça fait partie de votre constat, ça? Bien sûr, et c'est ce que je disais lorsque je faisais apparaître la possibilité pour chaque individu d'inventer une langue, d'inventer une histoire, d'inventer des tas de choses, une philosophie,
là où existe un fil conducteur, et c'est comme ça que la destruction se met en place. En même temps, vous avez un auteur comme Pierre Guyota, par exemple, hein, qui, dans un de ses derniers livres, a complètement désarticulé, démantelé la langue française, hein, jusqu'à la ramener à une espèce de succession d'onomatopées. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le livre, moi, je ne l'ai pas lu, hein, parce que c'est illisible. Hein. Mais en même temps, Pierre, que je connaissais bien, était un passionné de la langue, de la grammaire, de l'orthographe. Et une faute d'orthographe le rendait malade. Mais ça n'a pas empêché d'arriver à une désarticulation du langage. Mais c'est un jeu intellectuel qui a toujours existé. Moi, je me souviens quand j'étais en classe de philo avec mes amis, on s'amusait à ce genre de choses. Mais pas pour introduire une vérité. Et est-ce que vous pensez J'entends par là, par exemple, j'ai fait allusion à 1990 et au premier ouvrage que j'ai fait pour défendre la langue française. Nous avions en face de nous des adversaires, pas des ennemis. C'est-à-dire que l'essentiel d'une société, d'une culture et d'une langue était respecté. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas. Nous avons devant nous des personnes qui nous haïssent, qui voudraient nous faire disparaître de la surface de la planète avec nos ringardises, comme ils disent, et cela change complètement le tableau du combat que nous avons amené. On tue un pays en tuant sa langue, hein. C'est bien connu. C'est bien connu. La décadence de l'Empire romain s'accompagne de la décadence de la langue latine. Hein. Absolument. C'est une évidence qui a été mise en lumière par toutes sortes de professeurs, de gauche comme de droite, du reste. Hein. Mais cette vulgarisation a tout de même été stoppée, calculée, réinvestie dans une nouvelle langue depuis Villars-Cotterêts, alors que ce n'est pas le cas actuellement. Les gens qui veulent nous détruire ne veulent pas bâtir autre chose. Non, mais alors, ils se complaisent dans la destruction. Mais bien, alors, quand vous pensez que le français est une des langues de l'Union européenne, et qu'on ne parle pas français dans l'Union européenne, moi j'ai un mal fou à obtenir les textes en langue française. Ils arrivent en langue anglaise. Et la plupart tous les documents sont en langue anglaise. Le français qui devrait être parlé n'est pas parlé. Donc il y a aussi de la part de nos représentants, de la part de nos gouvernants, une espèce de désertion devant l'emprise de la langue anglaise, qui est une langue du commerce. C'est la raison pour laquelle elle est véhiculaire, hein, contrairement au français, qui est une langue de la précision, hein, de l'expression subtile. Hein. Oui, alors, justement, Albert Salon, qui dirige le Haut Conseil de la langue française et de la francophonie, dont je fais partie, a engagé une procédure contre l'Union européenne depuis le Brexit, puisque l'une des langues phares, enfin, ou reconnues phares de l'Europe, c'est-à-dire l'anglais, n'avait plus à l'être dans la mesure où le Brexit avait sorti ce pays et sa langue de l'Europe. Donc, il y a actuellement, par le biais de ce Haut Conseil, une entreprise, c'est une véritable entreprise qui met en commun des tas d'associations, de personnalités, etc., pour que la langue française reprenne sa place, je dirais normale, dans l'Europe, puisqu'elle était la langue de l'Europe au 19e, au 18e. Et de toute manière, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques ou qu'il s'agisse de l'Union Européenne, c'est une langue d'usage des institutions, mais on a... Et des pays penés. Et on l'a complètement abandonné. Hein. Des pays comme Saint-Domingue appliquent tout ce qui est juridique dans la langue française, et pas dans l'espagnol. Alors comment expliquez-vous qu'on est avec des ambassadeurs comme Senghor,
laisser à ce point la langue française dépérir? Est-ce que c'est la faute des ambassadeurs, des consuls? Pourtant, on met quand même dans nos représentations consulaires, dans nos ambassades, de l'argent. Comment se fait-il que ce véhicule du pouvoir, qui est la langue, ait été à ce point abandonné, laissé dans le garage? Comment vous l'expliquez, ça? Parce qu'on est en face d'une mise à mort idéologique. Allez-y, c'est le cœur du problème, hein, on y est. Voilà. C'est le cœur du problème. Pendant des années et des années, alors que des personnes dont je faisais partie essayaient de remettre en place la structure, la colonne vertébrale de notre culture, de notre société, par la langue entre autres, je dirais tout un tas d'associations qui n'avaient d'autre, et qui n'ont toujours d'autre but que de détruire ce qui existe dans notre pays, ont travaillé en sourdine. C'était les sapeurs, comme il y en avait à l'époque dans les guerres que vous évoquiez, romaines et autres. Et petit à petit, ce travail de sape qui a été sous-estimé par la structure intellectuelle en place a amené notre société à se déliter, à se désagréger. Et actuellement, nous sommes en face d'une réalité terrible, 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 parce qu'on se demande par quel bout il faut qu'on prenne la chose pour la rétablir. Mais on ne peut pas évoquer ce problème-là de la mise à mort idéologique, d'abord sans évoquer les enseignants, Tout à fait. la manière dont les universités elles-mêmes ont abandonné quand même le respect de la langue. Moi, je connais des universitaires qui font beaucoup de fautes d'orthographe, hein, qui considèrent que l'orthographe est une contrainte inutile. Hein. On a le sentiment que l'agrégation de grammaire n'a plus de candidats quasiment. Et les fautes d'orthographe, sauf erreur de ma part, ne sont plus éliminatoires. Hein. Alors comment on fait là Et parce que les universités françaises, petit à petit, les unes après les autres, se sont calquées sur ce que j'appelle les anomalies des universités américaines, qui sont devenues non plus des centres de savoir, mais des centres de destruction du savoir. Voilà. Alors, vous savez ce que cela représente, on appelle ça le racialisme, on appelle cela comme l'on veut. Toutes sortes de choses se mettent en place. Mais qu'est-ce qui se cache derrière chez nous? Non mais qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a la culture woke, les éveillés. Ouais, hein. On a l'impression que notre société, notre culture, doit être reconnue, arriver au bout de son système pour laisser la place à autre chose. Gérard, pensons aux gens qui nous écoutent. Oui. Ils doivent se dire, mais moi je vais écouter parce que peut-être que ça va m'apporter quelque chose, mais ça m'apporte quoi de bien parler le français? Ça m'apporte quoi de connaître l'orthographe? Ça m'apporte quoi de connaître la grammaire aujourd'hui? Eh bien, 30 secondes, après je vous donne la parole. Aujourd'hui, qui lit le Cid? Qui a envie de lire Molière? Qui connaît le dictionnaire Littré? On a privé toute une génération de ces instruments de culture. Vous comprenez, moi si on m'avait pas donné l'amour de Molière, j'aurais pas aimé Molière. Si mon père ne m'avait pas offert un dictionnaire Littré, quand j'avais 11 ans, j'aurais pas hérité du dictionnaire Littré de Japrisot. Et je passerais pas mon temps à lire le Littré. Vous comprenez que s'est-il passé pour qu'on prive les générations d'aujourd'hui? Moi, je vois avec mes filles, on les a élevées pourtant dans l'amour de l'écriture, de la littérature, mais pour leur faire ouvrir un dictionnaire, c'est la croix et la bannière. Je peux
Ah oui, vous devez même. Eh bien, j'ai abordé cela avec des amis scientifiques, il n'y a pas longtemps, en leur disant simplement, parce qu'ils abordaient sous cet angle-là, qui lit ceci, qui pourrait lire cela, qui demande à lire cela. Je leur ai dit, vous êtes des scientifiques, est-ce que vous pensez qu'Einstein, avec 400 mots, aurait pu élaborer sa théorie? Jamais de la vie. On n'est plus dans le plaisir de lire, qui est une face de la monnaie de la culture, on est dans la nécessité. Et la nécessité d'une société comme la nôtre, où tous ces gens qui veulent détruire la langue, la culture, sont bien contents d'avoir un téléphone portable, une télévision et des choses comme ça. Les aurait-on si nous avions une langue de 400 ou 500 mots, pas plus? Voilà. Et là, nos scientifiques, devant moi, m'ont dit on n'a jamais envisagé la chose sous cet angle-là, c'est qu'effectivement, on ne peut dissocier la qualité, la force d'une langue, sa colonne vertébrale d'une culture, d'une société, de notre vie courante. Ouais. Oui. Bentolila, que vous connaissez, hein, le grand linguiste que j'aime beaucoup, a écrit un livre dont je cite le titre de mémoire, j'espère que je ne l'estropie pas. Comment a-t-on fait pour devenir aussi con? Oui. Voilà. Il aborde un peu la question. Brigelli aussi avait fait ça. Pardon? Brigelli aussi avait fait ça. Voilà, oui. Mais les grands esprits se continuent, hein, bien évidemment. Hein. Mais alors bon, c'est vrai qu'on vit une décadence complète de la langue. Même nous, hein, on pratique un relâchement de la langue. Hein. On n'ose même plus construire une phrase qui va dans le respect parfait de la grammaire. D'abord parce qu'on est dans un monde de la télégraphie verbale. Hein. On n'a pas le temps, quand on fait une interview ou quand on répond à des questions, on n'est plus à l'époque de pivot. Hein. Il faut répondre en 30 secondes, 35 secondes. Hein. Donc on est dans la télégraphie verbale, ce qui tue finalement l'architecture de l'expression. Mais quel conseil on pourrait donner aux amis et aux ennemis, hein, ils sont les bienvenus bien sûr, qui nous écoutent, pour qu'ils retrouvent. Après, il faudra lire votre livre, bien sûr, hein, qui est passionnant sur la question de la culture française qui part complètement à la dérive, hein, complètement. Hein, bon, avec la disparition aussi, il faut le reconnaître, du latin, du grec, de toutes ces techniques qui permettaient quand même d'apprendre à écrire, hein, à travailler le style. Quels conseils on pourrait leur donner? Alors voilà, vous avez un père devant vous, une mère, qui vous disent mais bon. Moi déjà, je n'ai plus la relation que mon père ou ma mère, qui n'avait que le certificat d'études qui valait 10 fois mon bac, hein, parfois même ma licence. Bon, mais comment je fais pour donner à mes enfants l'amour de la langue et surtout l'envie de ne pas râper la langue française? Alors, la première dérive, vous venez de l'évoquer. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais des parents qui avaient le certificat d'études. Quelle merveille, hein? Mais, ils tenaient absolument à ce que j'ai mon bac et à ce que j'aille à l'université. Donc, il n'est pas incompatible de ne pas avoir le niveau culturel de notre discours et de vouloir amener ses enfants dans ce schéma-là. Quel est le problème? Le problème, c'est que l'éducation, ce n'est pas exactement que les parents, c'est l'école. Et depuis très longtemps, il y a une dérive interne à l'éducation nationale qui maintenant est reconnue par tout le monde, y compris les enseignants. Et on l'a vu avec les fameuses méthodes, il y a quelques décennies, de lecture globale ou syllabique, ou bon, voilà. Donc, une fois que l'éducation nationale a lâché le morceau, si j'ose dire, avec la génération qui est arrivée, elle a bâti une génération qui, bien entendu, n'a plus les bases pour demander autre chose.
nous sommes confrontés à la dérive, non seulement de la culture, mais des intellectuels. Et des intellectuels qui ont mis leur grain de sel dans la destruction d'une langue qui les avait formés et dont ils étaient théoriquement les défenseurs. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas demander quand même à l'Europe de faire un travail plus complet pour défendre? Mais le problème de l'Europe, c'est que les langues sont multiples, quoi, et que la langue française n'est plus à la place qu'elle mériterait. Hein. Comment faire? Parce qu'on est quand même tous les programmes Erasmus, tous ces programmes de véhicules de communication de la culture sont européens. Ce sont des programmes qui utilisent l'Europe, mais ce ne sont pas des programmes qui mettent l'Europe en position de faire le travail dont vous parlez. Moi, je ne crois pas à l'Europe. Je crois que si l'on veut garder une langue et une culture, il faut avoir une nation. On est bien d'accord, oui, bien sûr. Et à partir de là, il faut réfléchir différemment sur les suites à donner et sur ce que l'on peut faire pour rétablir le bon équilibre de notre culture, de notre civilisation et de notre langue, fatalement, qui en est, je le répète, la colonne vertébrale. Mais dites-moi, moi je vous ai connu de gauche. Hein. Oui. Pas très à gauche ce que vous dites là. Mais gauche et droite, ça ne veut plus rien dire. Ah ben voilà, on est bien d'accord. Et à l'époque, on pensait, je veux dire, moi je suis issu, et je pense que c'est la même chose pour vous, de cette civilisation de l'après-guerre, c'est-à-dire la civilisation du Parti communiste régnant, des grandes valeurs morales qu'on rattachait à la gauche, et puis un jour on réfléchit, on se dit, mais ces valeurs morales, d'abord, elles ne sont pas à gauche, elles viennent du christianisme, elles viennent de notre civilisation judéo-chrétienne. Oui, tout à fait. Donc déjà, on fait marche arrière par rapport à assimiler la gauche à ce genre de valeurs. Et puis ensuite, arrivent les destructeurs qui se disent de gauche. Et là, il y a tout un pan de la gauche qui a basculé effectivement, et nous en étions. Oui, qui ont basculé dans la destruction, oui, bien sûr. Oui, mais je trouve que c'est très courageux de votre part de le dire, et c'est ce qui fait du reste l'intérêt de votre livre. Vous savez, c'est pas un secret pour vous, hein, puisque vous avez vécu comme moi à Marseille, on s'est bien connus. J'étais très ami avec Léo Ferré. Je sais pas si on l'avait pas rencontré ensemble, du reste, une fois. J'étais très ami avec Léo Ferré, et il a même écrit un poème sur Marseille qu'il m'a dédicacé et que j'ai dans mon bureau, et on parlait de poésie. Et Dieu sait que c'est un art très peu un art, si ce n'est un magnifique un art des mots. Hein. Me disait, mais Gilbert, le drame d'aujourd'hui, c'est que non seulement on ne casse plus l'âme des violons, alors là, j'ai jamais compris ce qu'il voulait me dire, bien que j'ai ressenti ce qu'il aurait pu vouloir me dire, et puis il m'a dit, on casse plus la coquille des mots. Un mot, il faut le casser, aller voir à l'intérieur, voir ce qu'il veut dire, voir quel univers il construit, voir à quoi il se raccroche. La poésie, c'est de casser la coquille des mots. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec lui, d'autant plus que j'ai une œuvre poétique assez importante et qui n'a jamais cessé de casser la coquille des mots. C'est ça qui est important. Il faut trouver mais il ne faut pas confondre casser la coquille des mots et écraser le vocabulaire. Et casser les mots, c'est deux choses différentes. Ah non, mais... Et actuellement, on voudrait raccrocher des gens qui cassent la coquille des mots de tous ceux qui viennent écraser le vocabulaire. Mais Gérard, vous n'avez pas l'impression que ça rappelle quand même bon, ne parlons pas du bas empire romain, qui est un exemple extraordinaire d'une décadence qui s'accompagne de la décadence de la langue romaine. Hein. Ça, c'est un fait acquis. Hein. Les mots perdent leur sens, la polysémie est partout, on ne sait plus comment exactement dire les choses. Ce qui se passe aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, les mots n'ont plus de sens, et puis un mot peut vous perdre, hein. Un mot peut vous perdre aussi. Bon, et en même temps,
l'écriture n'a plus sa place, parce que c'est la télé parlée, quoi. Je veux dire, c'est le débat parlé qui remplace un peu l'écriture. Alors, sous la Révolution française, on a eu le même phénomène avec des gauchos qui ont voulu changer le sens des mots, complètement. Changer le nom du calendrier, supprimer les saints du calendrier, comme c'est le cas aujourd'hui, voire même supprimer dans les cartes le valet et le roi. Hein. Bon, le mot reine ne devait plus être employé, etc., etc., etc. On a l'impression que, je peux me tromper, hein, c'est une question que je soumets à votre sagacité, on a l'impression que lorsque l'on s'en prend aux mots, à la langue, quelque part, il y a un moyen de s'en prendre à la liberté intérieure. Et ce sont les prémices, les installations du triomphe des propagandes. Ne croyez-vous pas? Ah, absolument. Mais pour revenir aux Romains, au déclin des Romains, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu une position vis-à-vis de l'environnement du monde romain qui a été un facteur aggravant. Les frontières qui ont cédé, les limes. Les barbares, ce qu'ils appelaient les barbares, ce que les Grecs appelaient oi barbaroi. Et les barbares, ils ont voulu les inclure dans le système romain. C'était une règle de la citoyenneté de la loi romaine. Voilà. Et petit à petit, ce sont eux qui ont imposé une nouvelle langue, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle justice, etc. Et ça a été la disparition lente et programmée de l'Empire romain, qui s'est ouvert sur un Moyen-Âge qui a duré ce qu'il a duré, tant qu'on ne l'a pas structuré. Donc, d'un côté, la décadence, de l'autre, l'obligation de structure, et nous en sommes là, nous. Oui, mais attention. Au moment où l'Empire romain s'effondre, il y a une solution, c'est le christianisme. Oui. De la même manière qu'il y a eu le stoïcisme, qui a répondu à une espèce de déshérence. Nous allons avoir quoi? Voilà. Alors, à mon époque, dont on parlait tout à l'heure, on disait que le christianisme s'étant écroulé, il y avait le communisme pour prendre la place. Ah ouais. Ce qui n'est pas exactement la vérité. Et aujourd'hui, face à ce qui s'écroule, effectivement, on voit mal ce qui pourrait prendre la place et imposer une nouvelle structure. Voilà. Donc on tourne en rond actuellement dans la problématique de la dérive de la culture française, mais c'est surtout ce manque de repères, ce manque de nouveaux éléments dans notre vie. Et pourtant, les Français sont en demande de culture. Quand on voit les émissions comme celle de Ferrand, ou même celle de Marc Menant, ou même de Berne, hein, il s'approche à la réalité. Il y a un désir d'histoire, il y a une envie de français. C'est peut-être le signe que quelque chose de nouveau va arriver, hein, peut-être. Hein. Là est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a des voix qui veulent couvrir le silence de la majorité et nous expliquer, essayer de nous convaincre que c'est plus la peine, hein, il faut laisser faire la destruction jusqu'au bout. Et puis ensuite, il y a ce qui apparaît dans les sondages, ce qui apparaît dans les écoutes. On parlait de Ferrand, de Menant, etc., qui ont une écoute extraordinaire dans leurs émissions. Et donc, il y a une attente non pas de retourner en arrière, mais de rester sur ses arrières. Oui, vous avez raison, mais je crois que la vérité, elle n'est pas encore sortie des limbes. Votre livre a le mérite de déclencher un débat qui peut-être, à la faveur de ce qui va être les présidentielles,
Oui. sera central, sera central, quand on voit le sondage sur la décadence de la France, on ne peut pas évacuer de cette décadence l'état de la langue, l'état de la culture, l'état de la France, de la francophonie et de l'amour du verbe. Alors, pour conclure, je vous livrerai un de mes slogans qui fut le titre d'une de mes émissions, que je vais peut-être reprendre, qui sait, avec vous. Debout les mots, debout les mots. C'est pas mal. Merci pas mal. Gérard, à bientôt. Vous Okay, habitez où là? Dire un mot? Vous habitez où maintenant? Je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Bien Bon, sûr. juste lire une toute petite phrase qui ouvre le livre, justement, et Oui. qui résume tout ça, me semble-t-il. L'acte d'écrire est relié aux mystères les plus profonds de l'humanité par les fils les plus ténus de notre pensée. Embrader le sens pour l'homme, c'est perdre le feu. Eh oui. Eh oui. Eh bien, Voilà. allumons les lumières. Allumons les lumières. Merci, Tout à fait. à bientôt. Oui, vous habitez où maintenant? À Carbone, Ah ben merde, tiens. tous les matins, j'ai une taxe. Eh ben merde. Cambronne, j'ai fait un jeu de mots, Carbone, Cambronne. Ben oui, ben Bon, oui. c'est pour un peu jouer avec les mots. Parce Et que, vous, dans parce le que Gard, on peut aussi énormément s'amuser avec les mots. Carbone, Cambronne, voilà. je n'ai jamais cessé de le faire et je continue avec mes potes de Perrier qui sont encore autour de moi. C'est en riant avec les mots que l'on s'instruit. C'est en riant avec les mots que l'on s'instruit. On reste là-dessus. Merci, bonne journée. Et n'oubliez pas de prendre votre parapluie. Ah, mais il y a longtemps ici, oui. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.